Alors bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le jeudi 17 novembre et je suis, comme à mon habitude hebdomadaire, avec Charles Gave, votre invité favori. Le tondu de service. C'est ça, le tondu de service. Mais alors, encore une fois, il y a pas mal de gens qui étaient d'accord avec moi en commentaire. Ça vous va pas si mal. Hein. Et puis, il y a un côté aérodynamique. Je sais pas si je dois accepter les compliments parce qu'il se met des cols roulés, lui, maintenant. Ah oui, mais alors, ça... Là, c'est son côté macronien qui ressort. Là. C'est ça, j'ai changé d'allégeance, en fait. Je suis passé de Zemmour à Marine Le Pen à Emmanuel Macron sans même passer par les LR, en fait. C'est ça le secret. Avec Mélenchon. Vous. Ouais, c'est ça. Peut-être même encore plus loin. Allez, avec Staline, on va y aller jusqu'au bout. Absolument. Donc on a plusieurs choses à évoquer aujourd'hui et l'émission d'aujourd'hui, je profite du manque relatif d'actualité importante de la semaine pour aller un petit peu plus sur des sujets économiques. Et le premier sujet que je voudrais évoquer, c'est la chute de FTX, donc un géant de la crypto, une plateforme d'échange qui est reliée à une crypto-monnaie, donc le FTT. Je vais essayer de résumer l'affaire extraordinairement brièvement parce que sinon c'est un peu difficile à faire dans le cadre de cette émission. Je renvoie les gens surtout sur les vidéos du youtubeur Asher qui est assez au point sur tout ce qui est crypto, etc., qui en a parlé donc la semaine dernière. Donc on a cette énorme plateforme, deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, qui est donc déclarée en faillite aujourd'hui. Donc de nombreux utilisateurs ont toujours leur fonds bloqués à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Et donc le 12 novembre, la plateforme a été touchée par un hack de grande ampleur, creusant encore plus le trou dans ses comptes. D'autres activités frauduleuses comme la création de 400 millions de dollars de tokens FTT ont été repérées. Le 13 novembre, les autorités des Bahamas et du monde entier lancent des enquêtes. Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, reste introuvable actuellement, se dit caché pour sa sécurité donc, et de nombreuses entreprises mettent fin à leur partenariat avec la plateforme. Et le 14 novembre, de nombreux actifs liés à FTX sont gelés. Le 15 novembre, on apprend que le nombre de personnes touchées par la faillite dépasserait le million et que les sommes perdues se situent dans une fourchette entre 10 et 50 milliards de dollars. C'est absolument énorme. Qu'est-ce que vous inspire ce truc-là, cette affaire-là ? Parce que vous êtes donc financier, mais vous êtes moins proche du milieu crypto-monnaie un petit peu. Moi, ce que ça m'approche, ce que m'inspire, c'est que la bêtise humaine est insondable. Vous savez, c'est ce que disait Einstein, la seule chose qui vous donne une idée de l'infini, c'est la bêtise humaine, mais parce que vous avez un gars qui vient, qui n'a aucune expérience, comment il s'appelait le jeune Sam Bankman-Fried, ouais. Qui a très peu d'expérience, effectivement. Il n'avait aucune expérience. Il vient, il vous dit, alors, je vais créer un truc, vous allez me mettre du bon argent, enfin, de l'argent, des dollars, des euros, etc. Vous allez me le donner, et en échange, je vais vous donner des petits bouts de papier ou des reconnaissances informatiques, là, qu'on appellera des tokens. Ouais. Et ce token, de toute façon extraordinaire, parce que on est en train de transformer du plomb en or. Moi, je vais transformer ce plomb en or et ce token va valoir beaucoup plus que l'argent que vous m'avez mis. Alors, vous vous dites, bon, c'est une idée intéressante, mais enfin, elle n'est pas bien nouvelle, quoi. Et pour effectuer ces opérations, ce monsieur qui n'a toujours aucune expérience financière particulière crée une société d'investissement à qui la société dans laquelle les gens déposaient leur argent en échange de ces tokens. L'argent, ensuite, va dans cette société pour qu'ils soient investis dans des trucs extraordinairement douteux, comme par exemple soutenir le Parti démocrate. Bon, ouais. Bon, ça c'est parfaitement noble, mais enfin, je veux dire, c'est prendre des gens. Donc, vous avez quelqu'un qui vous dit, venez, donnez-moi votre fric, et je vous donnerai une image pieuse, et avec le pognon, j'achèterai des choses sur lesquelles nous, tous les deux, on va faire fortune. Vous regardez ça, vous vous dites... on prend pour un imbécile ou quoi ? Il y a quelque chose que je comprends pas. Donc, oui, et il y a eu, non seulement, il y a des tas de gens qui l'ont cru, mais des gens parfaitement compétents qui gèrent des sommes absolument gigantesques, des grandes sociétés financières. Donc, ça prouve simplement, c'est quelque chose que je sais depuis toujours, c'est quand quelque chose se met à monter, pour une raison X, Y ou Z, ça rend les gens fous. Donc, ce qu'a fait ce monsieur apparemment, mais j'en ai pas les preuves, mais je pense bien qu'il l'a fait, c'est qu'il transfère l'argent qui arrive dans la société de gestion, et qu'est-ce qu'il achète avec l'argent qu'il a dans la société de gestion ?
Mais des tokens. Comme ça, le prix du token monte. Et les gens se précipitent en disant « j'en ai pas assez ». Mais c'est ce qu'avait fait un petit peu ce brave Madoff, quoi. Donc, c'est tellement bête que c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui l'ont vu. Donc, c'est pas de la crypto-monnaie. C'est un type qui a trait la bêtise humaine et qui va sans doute terminer sa vie quelque part, soit s'il a mis des gens de la mafia dedans avec des bottes en acier au fond d'un port, quoi. On n'en entendra plus jamais parler, ou bien alors quelque part il ira dans une ancienne Argentine dont on ne pourra plus sortir, quoi. Mais c'est tellement vieux comme truc que vous vous demandez comment ça peut encore marcher. C'est comme ces gars qui démarchent les Vietnam en leur permettant 5% par mois, quoi. C'est douloureux de bêtises. Mais alors, ça fait réfléchir cette affaire sur l'ensemble du milieu de la crypto-monnaie. Est-ce que la crypto-monnaie, évidemment, elle a été très appréciée ces dernières années, pendant la période Covid notamment, parce que ça a fait des bonds absolument gigantesques. Dans les deux sens d'ailleurs, c'était extrêmement volatile. Mais voilà. il faut faire la différence entre un machin comme le Bitcoin, dans lequel il y a une technologie qui est assez efficace, qui permet la traçabilité, et puis bon, vous achetez des Bitcoins, mais c'est pas quelqu'un d'autre qui investit l'argent du Bitcoin, c'est pas une personne, c'est un ensemble de gens qui sont là, qui font partie de la communauté du Bitcoin. Donc, quelque part, j'ai toujours soutenu que je sais pas très bien à quoi le Bitcoin allait servir. Pour l'instant, on n'a pas très bien trouvé non plus. Mais en fait, c'est pas complètement idiot. Je veux dire, le Bitcoin, il y a une vraie histoire derrière. Là, il y a rien, si ce n'est une contrepartie de bêtises foudroyantes, quoi. Donc, le Bitcoin, je me dis, j'ai expliqué déjà, ça pouvait servir à des transactions internationales sans que le reste du monde soit au courant, ce qui est donc... il y a un effet de sécurité important avec le Bitcoin. Mais voilà, mais ça, autant le Bitcoin, je me gratte la tête, mais je comprends. Autant ça, il n'y a rien à comprendre. C'est littéralement un outil de boursicotage, quoi. C'est-à-dire, si on crée une valeur... C'est vous donner quelque chose qui a de la valeur pour acheter quelque chose qui, à l'évidence, n'en aura jamais aucune. Oui, qui est tellement... Au moins, le Bitcoin, vous pouvez espérer que ça va monter parce qu'il n'y en aura pas assez ou j'en sais rien. Tandis que là, vous avez un gars qui émet une monnaie, il émet une monnaie privée, et il dit que sa monnaie privée vaudra plus que la monnaie publique. Mais pourquoi quel est le talent d'investissement de ce gars-là, si vous voulez? Si Warren Buffett faisait un coup comme ça, on se dirait, bon, ben, c'est une façon d'acheter ses actions, ben, ça va, quoi. Mais lui, je sais pas quel âge il avait, 25 ans ou... Oui, alors aujourd'hui, il en a 30, donc au moment où il a fondé FTX, je crois que c'était en 2019, donc donc il devait avoir 27 ans, quoi, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce que ça prouve, c'est qu'on a été pendant très longtemps, ce que je disais, dans une période, il y avait beaucoup plus d'imbéciles que d'argent. Il y aurait pas eu... L'argent aurait été à son vrai prix, il n'aurait jamais pu monter son coup tordu. Oui, c'est vrai, mais c'est sûr, en fait, avec la multiplication de toutes ces petites cryptos, avec du coup des valeurs qui sont extraordinairement fluctuantes, on a plein de gens qui se disent « Ah bah tiens, je vais aller mettre un petit peu d'argent là-dedans », en se disant peut-être je vais faire x50 d'ici 3 mois, et bah du coup ça peut aller dans un sens, ça peut aller aussi dans l'autre, quoi. Moi, historiquement, ce genre de deal, si vous voulez, vous échangez une monnaie publique contre une monnaie privée, donc vous connaissez pas ni l'origine, ni le soubassement, ni rien du tout, bah ça va à zéro. Toujours. C'est la même chose que Madoff, c'est la même chose que Ponzi, c'est la même chose que la sécurité sociale française, c'est pareil, quoi. Et bah en tout cas là c'est le cas, donc ça va à zéro, et donc du coup FTX a fait faillite. Ça fait penser à l'autre crypto-monnaie là, je crois que c'était la Terra Luna, qui s'appuyait l'une sur l'autre, qui était garantie par l'autre. Voilà, c'est ça. Et donc la garantie zéro qui garantissait la garantie zéro, ben ça a fait zéro. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'en plus de ça, on avait aussi là-dedans un système de caution avec un autre type de token qui s'effondrait aussi. Du coup, forcément, ça fait complètement baisser le truc. C'est du grand n'importe quoi. Bref, donc voilà. Donc pour moi, je suis dans toutes les grands bull market qui a été créé par un excès d'argent. Il y a ce qu'on appelle la grande période de embezzlement, c'est-à-dire, ça veut dire de fraude en anglais.
Et vous remplacez ensuite ces espèces de faux financiers par des juristes qui les mettent en prison, quoi. Donc on est en train d'arriver à la période où les juristes vont rentrer dans tout ça, les tribunaux, et vont les faire sauter les uns après les autres. Mais tout ça, ça vaut zéro. Tout à fait. C'est-à-dire que, évidemment, avec ce genre d'affaires, tout ce que ça va faire, c'est que derrière, des gouvernements vont se soucier de réguler ce marché-là. Les gouvernements, normalement, le gouvernement américain aurait dû s'y mettre depuis trop longtemps, mais les démocrates s'y opposaient comme des malades, parce que c'était le plus gros. On peut se penser que c'est peut-être une manœuvre montée par les démocrates pour se financer, quoi. C'est peut-être un. En tout cas, oui. En tout cas, il y a monsieur était un très proche du Parti démocrate, c'est tout ce que je sais. Oui, c'est vrai. C'était un des plus gros donateurs du Parti démocrate. Mais dans sa famille, ils étaient très proches du Parti démocrate aussi. Donc, Mais donc voilà, ce qu'on a quand on a un jeune geek qui arrive à se faire 10 milliards, on arrive à ce genre de truc. Il y a un autre truc que j'aurais voulu évoquer depuis quelques semaines déjà, mais je ne faisais pas parce qu'on avait déjà pas mal de sujets à traiter. C'est le prix de l'immobilier et notamment le sujet sur lequel j'ai du mal à me faire un avis, des résidences secondaires. C'est-à-dire que en bon libéral, on devrait se dire quelqu'un a les moyens pour acheter des logements, il peut en acheter autant qu'il veut, et puis les louer, en faire ce qu'il veut. Enfin voilà. C'est à condition que le prix de l'argent soit à son marché, à son prix. Oui, c'est ça. Tandis que si le prix de l'argent n'est pas à son prix, vous faites simplement un transfert de richesse de ceux dont vous volez l'épargne à ceux qui investissent dans l'immobilier. C'est ce qu'on a eu. Donc on n'a pas du tout été dans un régime libéral. Le marché immobilier n'est pas monté parce qu'on était dans un régime libéral. Le marché immobilier est monté parce que les pouvoirs publics empêchent toute construction, donc l'offre n'augmente pas et la demande reste ce qu'elle est. Et comme vous subventionnez la demande par des taux d'intérêt qui étaient grotesquement bas, vous faites monter l'immobilier, ce qui veut dire que les gens ne touchent pas ce qu'ils doivent toucher sur leur épargne, et ils ne peuvent pas acheter l'appartement derrière parce qu'il est beaucoup trop monté. Donc ça n'a rien de libéral, c'est au contraire le contraire du libéralisme. Mais alors est-ce que la multiplication des résidences secondaires fait pas quand même monter le prix du marché, surtout je veux dire, sur des zones assez localisées, où parfois on a des stations balnéaires où on a peut-être 80% des logements qui sont des résidences secondaires. Est-ce que c'est normal comme situation? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? C'est d'une grande tristesse, parce que les Français ils ont une épargne assez forte, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Mais quand ils ont le choix, ils achètent toujours de l'immobilier. Et donc, on peut dire ce qu'on veut de l'immobilier, que c'est très bien, mais d'abord, il y a des moments où ça perd de l'argent, comme on l'a vu en 2008-2009 aux États-Unis, où il y a eu un crack pas possible sur l'immobilier. Mais surtout, ce que les gens oublient, c'est que quand ils investissent dans l'immobilier, ils n'investissent pas ailleurs. Et ensuite, par exemple, la France se désindustrialise parce que plus personne n'investit dans les... Il n'y a pas d'argent pour investir dans des usines. Donc leurs enfants ne trouvent pas de boulot et doivent aller s'exiler. Donc ça a un coût. Encore une fois, il n'y a jamais rien de gratuit. Donc si les Français mettent 100% de leur épargne dans l'immobilier, ils auront de l'immobilier, mais ils n'auront plus d'économie. C'est vrai. On ne sait pas, par exemple, que les Allemands n'achètent pour ainsi dire pas leur immobilier. Il est loué. Il est loué, ce qui fait que toute leur épargne va directement dans l'économie productive, et non pas dans des machins qui ne prennent de valeur qu'à cause d'un système économique qui est mal foutu. Alors, est-ce que ça... Du coup, ce que je constate, c'est que quelle que soit la source de cette augmentation du prix de l'immobilier qu'on constate, par exemple, typiquement, on prend Paris, en moyenne, le prix du mètre carré en 2000, c'était 2400 €. Aujourd'hui, on est à 10 000. Et encore, dans certains quartiers, on arrive à 12, 13, 14 000. Et ce qui m'attriste, c'est que, par conséquent, on a notamment des familles qui n'arrivent pas, du coup, à être propriétaires de son logement. Alors, par exemple, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement, de là où vous habitez? Oui, mais je me le suis acheté assez tard. Moi, si vous voulez, comme j'ai toujours dit, la première chose que j'ai achetée quand j'ai commencé à être libre, indépendant, sans filet de sécurité, c'est-à-dire entrepreneur, je me suis acheté une assurance décès. Donc, c'est-à-dire, si je claquais, ma veuve et mes enfants avaient de quoi vivre jusqu'à ce que les enfants soient élevés, quoi. Et donc, je m'étais assuré pour, à l'époque, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque, comme 10 millions de francs. Mais ça coûte pas très cher, parce que comme j'étais jeune, en bonne santé, l'assurance décès était très bon marché. C'est-à-dire que vous touchez rien si vous mourrez pas. Mais si vous mourrez, donc statistiquement,
c'est très favorable. Puis ensuite, quand j'ai fait ça, si vous voulez, quand j'ai gagné un peu d'argent, je me suis acheté ma première maison, mais je devais avoir 37 ou 38 ans, quoi. Puis quand j'ai acheté ma deuxième maison, une fois les enfants étaient logés et couverts, j'ai commencé à épargner financièrement. Mais faut pas se tromper. La première des choses, c'est de l'assurance décès. La deuxième, c'est un toit pour les enfants si vous arrive quelque chose. Et la troisième, vous pouvez commencer à développer votre épargne. Ce qui veut dire que vous êtes dans une situation où votre niveau de vie monte. Sinon, vous restez locataire. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce que je voudrais dire quelque chose sur l'immobilier, mais si vous voulez, si on réfléchit 2 minutes, l'immobilier, quand j'ai commencé dans ma carrière en 71-72, le plus cher du monde, vous savez où il était? Ça devait être peut-être à Londres ou New York, je sais pas. Beyrouth. À Beyrouth, ah ouais. C'était l'immobilier le plus cher du monde. 73, 74, c'était Raffier, tout ça, ça coûtait la peau des fesses. C'était absolument incroyable parce que c'était devenu la capitale financière et d'amusement de tout le Golfe, qui avait plein de pognon qui arrivait, etc. Donc c'était absolument extraordinaire. D'accord. Si vous voulez, vous regardez celui qui achetait de l'immobilier à Beyrouth en 73, il n'a pas fait une rentabilité terrible. Ah oui, c'est sûr, ouais. Donc, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais de ce qui va se passer dans l'immobilier dans 30 ou 40 ans en France? Je sais que la population aura baissé d'1 tiers. Donc il va y avoir des tas de maisons vides. Je sais que on aura peut-être des problèmes de cohésion sociale, parce qu'il y aura 2 ou 3 populations différentes, donc là aussi ça peut être un petit peu délicat. Je sais qu'aujourd'hui, moi quand mon grand-père envisageait d'acheter un appartement à Paris, il avait regardé un truc qui était juste en face de l'Assemblée nationale, qui était très bien. Et il aurait pu se l'acheter avec, je crois, 2 ans de salaire. Mon père, ça aurait été 7 ans de salaire. Moi, ça aurait été 14 ans, et maintenant, c'est 30 ans, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que l'immobilier est devenu complètement ridicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter de l'immobilier à Paris, à Londres, c'est quasiment idiot. Ouais. C'est quasiment idiot. Vous avez toutes les raisons de perdre. Oui, c'est vrai que moi aussi j'ai l'impression que ça ne peut pas aller bien au-delà de là où on est actuellement. C'est-à-dire que je ne vois pas comment ça peut, dans les 20 prochaines années, gagner encore plus de valeur. Selon moi, Paris continue à devenir de plus en plus sale. C'était quand même une très belle ville, les gens venaient du monde entier et tout, mais maintenant vous faites attaquer. J'étais à dîner hier soir. Il y avait un monsieur qui était là, on lui a dit, alors, tu t'es fait teindre les cheveux? Il avait des beaux cheveux blancs, il était tout. Il dit, ouais. Pour une raison très simple, c'est que maintenant, du côté de la porte-maillot, n'importe quoi, ils attaquent les gars qui ont des cheveux blancs. Ah ouais? Parce qu'ils se disent, c'est des vieux, ils doivent avoir du fric et ils vont pas se défendre. D'accord, ouais. Donc on attaque maintenant dans les endroits un peu dangereux comme la porte-maillot, c'est-à-dire dans le 7e, au bois, quoi. Qui ont des cheveux blancs, si ce genre de pratique se développe, l'immobilier ne va pas monter. Hein. Ah oui, mais par exemple, prenons typiquement l'exemple du 16e arrondissement. Je pense que c'est peut-être un des premiers arrondissements où le coût de l'immobilier va baisser, parce qu'il a terriblement monté ces dernières années. Et que, à cause des écoles. À cause des écoles, oui. Et puis, je veux dire, on va tous avoir, les gens qui arrivaient de la Garenne-Colombe ou des banlieues de Paris, par exemple, toute la communauté des Juifs qui était en banlieue, elle s'est repliée à Paris. Oui, aussi. Le truc, c'est que maintenant, du coup, ça c'est fait, et je pense qu'à l'avenir, on va avoir, ça va être un arrondissement avec sûrement de plus en plus d'insécurité, et je la vois notamment progresser à partir du sud, à partir d'Auteuil, ça remonte progressivement, et je pense que ça va faire assez rapidement baisser les prix de l'immobilier. Et ça m'amène, en fait, cette réflexion sur une réflexion plus générale. C'est avec en plus, l'immobilier va être taxé, puisque c'est tout ce qui restera taxé. Oui, en plus de ça, oui, avec des charges de plus en plus élevées, etc. Et puis regardez, Madame Hidalgo vient de monter de 50% absolument. Les impôts sur l'immobilier, alors qu'elle avait juré ses grandieux que jamais elle le ferait. Oui, voilà, oui, non mais typiquement. Et donc ça m'amène sur une autre réflexion plus générale, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile en France, en Europe, en Occident peut-être de manière générale, mais en France particulièrement peut-être,
il est devenu de plus en plus difficile d'être propriétaire de ces choses. Et je vois que de plus en plus, on nous incite à recourir à la location. Donc ça fait un moment maintenant sur l'immobilier. Maintenant, on a même les voitures aussi sous location. On nous incite aussi, ce qui n'est pas la même chose, mais à payer les choses, à payer les biens en plusieurs fois, en 3, 4, 5, 6 fois. Et je me dis juste, ce qu'on va faire avec ce système-là, c'est qu'on va créer toute une masse de population complètement endettée, Bien sûr, qui va être à chaque fois à la limite du zéro sur le compte en banque au bout de chaque mois, et qui va rien posséder, et qui va à chaque fois être quasiment dans le rouge, quoi. Je vois pas comment ça peut bien se terminer. ben, surtout ça fait... là, il y a quelque chose qui est important qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a rien de plus stressant que d'être endetté. Ah ouais, c'est hyper stressant. On se dit, 20 Dieu, donc la dette... Faut pas oublier qu'autrefois, on pouvait tomber en esclavage à cause de la dette. Donc la dette, c'est vraiment un outil qui permet de faire tenir les gens tranquilles. Ben, je crois pas qu'on puisse être endetté et libre. Ouais. Faudra choisir. Et moi, j'ai dit, si vous avez du cash dont vous savez pas quoi faire parce que vous avez gagné bien votre vie, vous avez fait une belle affaire ou j'en sais rien, vous pouvez la coller dans l'immobilier parce que si vous habitez dedans, vous en foutez du prix. Ouais. Ouais, que ça monte ou ça baisse, vous êtes dedans, vous êtes content. Mais ne croyez pas une seconde, il y a eu un enrichissement, ce qu'on appelle en termes juridiques, un enrichissement sans cause de l'immobilier en France et dans un certain nombre de villes avec ces politiques de taux d'intérêt, etc., qui fait qu'il y a une plus-value latente qui a été créée, gigantesque, sans qu'il y ait aucune valeur ajoutée créée. C'est-à-dire que l'appartement de 170 mètres carrés dans le 16e, il est peut-être monté de 4 fois depuis 10 ans, ou j'en sais pas, mais il a toujours 170 mètres carrés, il est toujours dans le 16e, et il n'a pas changé. Oui. Donc vous avez eu un changement de prix relatif, mais la masse de richesse du pays ne s'est pas développée. C'est-à-dire que cette richesse a été piquée sur d'autres. C'est un jeu à somme nulle. Et dans un jeu à somme nulle, il y en a qui gagnent, d'autres qui perdent. Et dans le fond, ceux qui gagnent ou qui ont cru gagner, du style ceux qui ont gagné sur l'immobilier, ils votent Macron. Les autres, ils votent anti-Macron. Mais donc, il faut bien se rendre compte que les gens qui votent Macron aujourd'hui sont des gens qui sont enrichis, de façon considérable parfois, et qui n'ont aucun mérite à cet enrichissement. Ouais. Oui, c'est l'espèce de... C'est pas tout le monde, mais c'est quand même, comment dire, la sociologie des rentiers. Oui. C'est ça, c'est le vote Macron, c'est la sociologie des rentiers. Des rentiers, et... il y avait un économiste américain, je crois, à la fin du 19e, qui avait une idée intéressante. Il disait, dans le fond, il y a la hausse de valeur des biens comme l'immobilier, et puis il y a la hausse de valeur à cause d'une production accrue, de nouvelles moyens de production. Donc il dit, il faudrait faire d'une façon, pas les appeler la même chose, qu'il y ait la hausse due à la rente et la hausse due au profit, en quelque sorte. Ouais. Et que dans une société normale, on taxerait que les rentes, on taxerait pas les profits. Ouais. Et on fait exactement l'inverse. Ouais, c'est vrai. On fait exactement l'inverse. Donc si vous taxez les profits, de plus en plus d'argent va vers les profits, donc le système devient de plus en plus efficace. Il y a ce qu'on appelle l'approfondissement capitalistique, c'est-à-dire que chaque travailleur a de plus en plus de capital, donc sa productivité augmente, son niveau de vie augmente. Mais si le nombre d'appartements, si tout le pognon va à l'immobilier, et il n'y a pas plus d'appartements dans le 16e, 270 mètres carrés qu'il y en avait avant, et le niveau de vie baisse, mais tu veux que le gars, il peut pas même imaginer un jour habiter dans le 170 mètres carrés du 16e. C'est inenvisageable. Et c'est donc, on a une espèce de système fiscal qui est à la limite du diabolique, de l'incompréhensible. On voudrait nous ruiner qu'on ne ferait pas autrement. Ouais, en tout cas, je voulais mais c'est une bonne question. Évoquer ce sujet. Parce que tout le monde me dit l'immobilier ça baisse pas. Je leur dis moi j'avais une grande tante qui était d'origine alsacienne qui a été ma grand-mère quasiment pendant des années, que j'aimais énormément, et elle me disait qu'en 48, 49, 50, les propriétaires d'immobilier à Paris ne venaient même plus chercher leur loyer. Parce que comme les loyers avaient été bloqués, que c'était taxé, c'était littéralement, le loyer était en dessous du prix du ticket de métro, quoi. Ouais. Donc, on a eu une hausse de l'immobilier extraordinaire de 50 à aujourd'hui, ça fait 70 ans. Mais si vous prenez l'Angleterre du 19e sous les talons or, le prix de l'immobilier et les loyers de l'immobilier dans la City à Londres étaient en 1900 le même qu'ils étaient en 1800, ça n'avait pas bougé.
Donc l'idée que l'immobilier monte toujours, c'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux. C'est quasiment faux. Et je pense que notamment pour ce qui est de la France, et peut-être encore plus de Paris, parce que peut-être qu'ailleurs qu'en France, ça peut encore augmenter dans des petits coins tranquilles. Mais je pense que typiquement à Paris, on est en train d'atteindre une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Enfin, je veux dire, ça ira peut-être plus haut, mais ça deviendra de plus en plus stupide. Oui. D'ailleurs, vous avez un signe qui ne trompe pas, que l'immobilier est au plus haut, c'est qu'il y a des boutiques qui ferment partout et c'est remplacé partout par des agences immobilières. C'est incroyable. C'est-à-dire que les agences immobilières, elles prennent 3 ou 4% pour la vente d'un appartement. Quand il était à, je sais pas, 100 000 euros, elles touchaient 4 000 euros. Mais maintenant qu'il est à 1 million d'euros, elles touchent 40 000 euros. Donc il suffit de faire 2 opérations par an et hop. Ouais, et pour moi, il y a un autre signe qui ne trompe pas aussi, c'est que quand on veut vendre des beaux appartements dans le 16e arrondissement, on trouve extraordinairement peu de clients français et en revanche on va très souvent être incité à vendre à des Qataris, des gens qui font leur fortune ailleurs. Des Algériens ou des Marocains qui s'imaginent que la France est moins dangereuse politiquement que leur pays, mais c'est pas sûr. C'est pas toujours sûr, ouais. C'est pas une certitude. Je mettrai pas mon bras à couper là-dessus. Donc le sujet suivant que je voudrais évoquer, c'est cette histoire de missiles en Pologne. Alors, pas parce que l'information est particulièrement importantissime, mais parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le traitement de l'information le soir même. C'est-à-dire que, notamment, je prends l'exemple de BFM TV parce que c'est l'exemple peut-être le plus flagrant, en tout cas en France. Le soir même, c'était... on était à la veille de la Troisième Guerre mondiale, un missile russe était arrivé en Pologne, ils nous ont fait toute la soirée sur comment ça ne pouvait pas être un missile ukrainien, etc. Et puis alors réunion de défense en Hongrie, réunion de défense de l'OTAN, machin. Au final, on n'applique pas l'article 4, Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Et puis l'administration polonaise, finalement, fait son enquête et conclut que c'est un système antimissile ukrainien. Donc qui aurait très probablement réagi à la détection d'un missile russe qui serait parti en vrille et qui a terminé donc de l'autre côté de la frontière polonaise à 10-20 km, quoi. Et ça, c'est l'hypothèse gentille. Alors ça, c'est l'hypothèse gentille. L'autre hypothèse, ce serait que les Ukrainiens sont tellement cinglés qu'ils en tiraient ce missile pour essayer de déclencher une guerre. Ouais. Moi, personnellement, j'y crois pas. Maintenant... Ce que j'ai trouvé. Moi, j'en sais foutre rien. Alors, c'est vrai, on n'en sait foutre rien. Parce qu'il y a des avions qui sont tombés hollandais, là, qui avaient été soi-disant descendus par des missiles russes aussi, où les enquêtes sont toujours un petit peu douteuses. Non, donc, si vous voulez, le fait que les Ukrainiens descendent des avions où on voit un missile en Pologne, ça me paraît pas hors de possibilité, quoi. Alors, quelque part, ce qui est presque, je dirais, rassurant, c'est que les États eux-mêmes sont pas allés à fond dans le truc de c'était un missile russe, etc. Au final, on a eu le résultat quand même de l'enquête qui était moins sentencieux que la conclusion de BFM TV. Qu'il faudrait fermer d'ailleurs. Qu'il faudrait... en vrai... Moi, remarquez, je suis pas pour fermer les trucs. Fascinant. Je me demande pourquoi les Français les écoutent, c'est tout, quoi. Mais c'est absolument fascinant parce que en plus de ça, c'est pas du tout dans leur intérêt de mentir comme ça si c'est pour ensuite avoir la vérité, puisque quand ils font ça, le lendemain matin, on se dit, dis donc, l'information de BFM, elle est pas toujours fiable, quoi. Donc, et vous croyez qu'ils auraient besoin de ça pour le comprendre ? Je sais pas ce qu'il leur faut. Je ne réussis pas à comprendre qui regarde BFM. Parfois, il y en a qui regardent, notamment, en fait, ce qui peut être très rapidement agréable sur BFM, c'est qu'ils ont les moyens d'envoyer des gens un petit peu partout dans le monde, de faire des reportages, des machins. Et qui diront des mensonges, alors à quoi ça sert ? Oui, c'est ça, en fait, le truc, c'est ça. Moi, je crois que c'était sur BFM, j'ai vu une émission où il y avait, c'était il y a 15 jours, je passais devant la télévision qui était allumée chez moi pour une fois, il y avait 6 ou 7 gars qui étaient là, 2 femmes et tout, qui expliquaient à quel point la Russie a été à la veille de s'effondrer, que le truc habituel. J'écoutais ça, mais je me disais, mais je sais pas d'où viennent ces informations, parce que moi j'écoute des tas de gens dans tous les sens. McGregor, l'américain, The Duran, qui sont grecs, j'écoute des gens comme ça qui semblent bien connaître le sujet, comme la Russie qui parle et qui ne donne pas du tout les mêmes informations militaires. Donc,
Je sais bien que dans une guerre, la première des victimes, c'est toujours la vérité, mais si c'est la France qui fait sa guerre, qu'elle est une propagande favorable aux victoires françaises, même s'il n'y en a pas trop, je comprends. Mais pourquoi a-t-on une propagande pour les victoires ukrainiennes et uniquement pour les victoires ukrainiennes? Alors, je sais pas, il y a quelque chose que je comprends pas dans l'éthique des journalistes. Je me dis, mais on leur a donné des instructions, mais pour qui et pourquoi? Oui, je cherche à comprendre exactement. Ceux qui donnent les instructions, pourquoi sont-ils vent debout contre les Russes et pro-américains, et ceux qui les reçoivent, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Autrefois, il y avait une espèce, vous me direz, autrefois, avant le TGV, c'était mieux, ou j'en sais rien, mais j'avais même des journalistes avec lesquels je n'étais pas d'accord, je les respectais parce qu'ils étaient éthiques, quoi. Enfin, ils disaient, tandis que là... Ce qui me perturbe, c'est que, alors, bon, s'ils ont un parti pris, déjà, selon moi, il faudrait avoir une espèce de transparence, c'est-à-dire que vous ayez un parti pris russe ou un parti pris pro-ukrainien, pour moi, il faut le dire à l'avance. D'abord, il faut le dire à l'avance, et puis il faut donner les faits. Et il faut donner les faits, c'est-à-dire Par exemple, on m'explique que les Russes ont eu 100 000 morts sur un corps expéditionnaire de 150 000, ce qui, historiquement, s'est jamais passé, donc ça paraît complètement idiot. Mais on m'a jamais donné le moindre chiffre des morts ukrainiens qui viennent de là. Oui, non, bien sûr. Donc, on ne sait pas. Et donc, je regarde ça, je me dis, mais... ils me prennent pour un imbécile ou ils sont... Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'en plus de ça, même si on est plutôt pour le narratif ukrainien, etc., il n'y a pas besoin, selon moi, de mentir. C'est-à-dire juste dites la vérité. Ben voilà. C'est-à-dire que jusque-là, j'ai l'impression, en tout cas sur les 2-3 derniers mois peut-être, dire la vérité, rien que la vérité, c'est que le front russe a reculé, voilà, on avait des trucs à Kharkov, à Kherson, où c'était etc. extrêmement difficile de tenir, parce que c'était du mauvais côté du fleuve, puis voilà, quoi. Il y a eu des trucs comme ça. Mais en fait... il n'y a pas besoin d'exagérer, il n'y a pas besoin de donner des postulats de principe. Et ce qu'on voit sur les chaînes officielles, c'est toujours un char ukrainien capturé aux Russes qui tue et qui est en train de liquider des Russes qui sont là. On voit jamais... les Ukrainiens en position de recul, et ils ont perdu des tas de trucs. Ils ont perdu quand même, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de kilomètres carrés. Ils en ont récupéré quelques centaines. Donc, je sais pas, moi, il y a un truc dans tout ça qui me laisse pantois, c'est l'absence. Autrefois, il y avait des correspondants de guerre. Vous envoyez un gars qui a accepté de risquer de se faire tuer, et ben, il vous disait ce qui se passait sur le terrain, et ben, il était correspondant de guerre. Aujourd'hui, où sont les correspondants de guerre ? Bah, c'est-à-dire que c'est pas tellement des correspondants de guerre, c'est plus des. Mais ils sont bien à l'abri à Paris, en train de faire des commentaires sur des images qui sont envoyées par les Ukrainiens. Mais il y a plus autrefois. Ben, je sais pas, il y avait. Attendez, si je ne me trompe, Malraux, il était allé se battre en Espagne. Et puis il y avait aussi Hemingway qui était correspondant de guerre. Enfin, il y avait des tas de gens qui allaient et que vous disiez bon, ils se mettent sur la gueule là, et qui étaient au milieu. Mais où sont les gars qui vont y laisser leur peau? Je sais pas. Non, c'est-à-dire que ce qu'on a parfois, c'est des journalistes qui sont à 10 km du front et en fait qui vont pas avoir une valeur ajoutée énorme parce que simplement ce qu'ils vont dire, c'est juste ce que leur disent les forces qui sont de leur côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas des reporters neutres, on a des reporters qui sont du côté russe, voilà, qui vont donner le narratif des Russes. On a des reporters chez les Ukrainiens qui vont donner le narratif des Ukrainiens. Et dans les deux cas, je pense qu'on a assez peu de vérité, en fait. On a assez peu, mais au moins, on nous présente les deux cas. Bon, on verra, mais je veux dire, aujourd'hui, cette presse télévisée semble croire que s'il montre une image d'un tank russe en train de brûler, ça va emporter la ferveur populaire. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est comme ces gars-là mentent. Ils ont menti surtout. Je me rappelle de ce gros gars chez BFM TV qui disait que lui, il allait prendre les gens qui refusaient de se faire vacciner et les amener à l'hôpital et les vacciner puis les mettre en prison après. Je me dis, c'est pas le rôle d'un journaliste de dire un truc comme ça, quoi. Donc, je me dis,
comme ces gars-là, ça fait 10 ou 15 ans qu'ils m'en fument, s'ils sont en train d'essayer de m'en fumer sur la guerre, il est probable qu'ils sont en train d'essayer de m'en fumer sur la guerre russo-ukrainienne, mais donc, je peux vous raconter une histoire que j'ai déjà dû raconter, mais quand j'étais jeune, il y avait un jour un type qui était albanais, je crois. L'Albanie était complètement fermée à l'époque, sous Enver Hoxha, c'était un truc du communisme affreux. Et puis il me dit un jour, il était jeune, il me dit, vous avez quelqu'un de très bien en France. Alors je lui dis, ah bon, qui c'est? Il me dit, c'est le général Raoul Salan. Alors ça vous dit rien, Salan, mais c'était le patron de vous savez, des 4 carterons de généraux qui avaient essayé d'enverser De Gaulle. Ouais. Pendant la guerre d'Algérie. Mais donc je lui dis, ah bon, c'est une idée intéressante, mais pourquoi Raoul Salan? Mais il me dit, parce que la radio albanaise n'arrête pas à en dire du mal. Et donc j'en suis arrivé à ce point-là maintenant avec BFM TV. Je me dis, si BFM TV me dit quelque chose, c'est que c'est pas vrai. Ouais. Alors, pour moi, donc c'est pas une attitude saine à avoir. Évidemment, oui, c'est ça. Mais je peux pas m'empêcher de l'avoir. Mais c'est pour ça, je comprends. Je suis pas d'accord avec les gens qui ont cette attitude, mais quelque part, je la comprends parce que surtout le Covid, ils nous ont enflé. Depuis le Covid, c'est depuis le Covid que ça a pris un tournant quand même assez spécial. C'est-à-dire que la vérité n'était jamais dite, qu'il y avait 80% de mensonges dans ce qui était raconté à la télé, et donc forcément derrière ça crée un sentiment de rejet où les gens ont du mal à se positionner sur certains sujets, et puis simplement ils vont écouter ce que BFM en dit et directement ils vont penser exactement l'inverse. En Albanie, c'est ça, en disant monsieur Raoul Salan était un type très bien. Bon, c'est une thèse qu'on pouvait défendre, mais enfin c'était pas la thèse la plus communément partagée en France à l'époque, quoi. C'était... Non, mais ce que je dis, c'est qu'on arrive à des façons de raisonner à l'envers, en quelque sorte, en disant si BFM TV dit quelque chose, c'est que c'est pas vrai. Ouais. Mais alors, selon moi, il faut essayer de résister autant que possible à ce réflexe-là que je peux comprendre, mais parce que justement, c'est répondre à l'adversaire avec exactement les mêmes obsessions. Et par exemple, je prends aussi con qu'eux. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que revenons par exemple un instant sur le Covid, il y avait donc toute cette période Covid où dès que vous étiez malade, c'était à cause du Covid. Oui, si vous avez quelque part de moto, la tête claquée, et que hop, on disait il est mort du Covid. Voilà, c'était absolument insupportable, c'est-à-dire que dès que quelqu'un était mort, dès que quelqu'un avait des problèmes de santé, c'est que c'était à cause du Covid. Et maintenant, je vois le travers inverse, par exemple... je peux apprécier par moment Philippot, mais enfin il y a un truc qui m'énerve en ce moment chez Philippot, c'est que par exemple aujourd'hui dès que quelqu'un a un problème de santé, c'est que c'est à cause du vaccin. Donc du coup il n'y a plus de problème de santé si en dehors de la vaccination. Donc là il y a le travers inverse, quoi. Il y a un autre phénomène qui se passe, j'ai des amis anglais qui en peuvent plus avec la BBC, parce qu'il peut rien se passer, rien sans que ce soit la faute du réchauffement atmosphérique. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, à la BBC, vous avez des tirades à ne plus finir sur le réchauffement atmosphérique. Donc, il y a une rivière qui fait un peu de travers, là, et hop, c'est parce qu'il y a le réchauffement atmosphérique. C'est complètement idiot, parce qu'on sait, par exemple, que le nombre de catastrophes, de tornades, d'inondations, de coups de vent, etc., est plus faible qu'il y a 50 ou 100 ans. Donc, on vous explique que le climat se dérègle, mais quand vous regardez, par exemple, les sociétés des compagnies de réassurance, non, c'est pas vrai. Donc, de temps en temps, on a l'impression que la presse se mue en chevalier blanc qui va sauver le monde, mais je suis pas là. Je suis là pour me dire ce qui se passe, pas pour me dire ce que je dois penser. Et derrière, ça crée de gros problèmes même à l'échelle de la société, parce qu'en fait ça divise tout le monde. On a des gens qui vont être à fond dans ce narratif. Et puis vous avez des enfants qui arrivent à la maison qui comprennent rien, parce que ce qu'on leur a raconté à l'école, on commence à se tapoter là. Et c'est toute l'histoire de Pierre et le loup, c'est-à-dire qu'à force de nous mentir, et ben même le jour où ils diront la vérité, on ne saura pas, parce que justement on aura eu des bonnes raisons de se méfier auparavant. Et donc j'incite tout le monde à garder un esprit critique. Non, le plus simple, c'est de pas regarder BFM TV. Oui, en vrai, le plus simple, c'est de pas regarder, comme ça on se dit pas... on s'énerve pas. On sait pas ce qu'ils disent, et comme ça on peut pas savoir si on est pour ou si on est contre. Et puis surtout, on s'énerve pas, parce que moi je m'attrape de temps en temps, j'ai les oreilles qui fument, puis je me dis, mais t'es complètement crétin. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ils viennent de dire un truc dont tu sais que c'est complètement faux. Oui, très bien, encore une fois, il faut faire confiance au public pour ne plus regarder BFM TV, et que BFM TV ferme.
Parce que BFM TV, c'est un truc privé. Ouais. Par contre, si c'est fait sur les chaînes publiques, à ce moment-là, ils n'ont pas le droit. Oui. Oui. Ils n'ont pas le droit. Éthiquement, ils n'ont pas le droit. Donc, logiquement, ça doit être au pouvoir à dire, écoutez, non, un peu plus d'équilibre dans les... C'est pour ça que la BBC, c'est insupportable. C'est vrai qu'en plus de ça, prenons l'exemple d'un média comme la BBC, c'était une référence absolue. Prenons le New York Times aussi, et c'est insupportable de voir ces immenses médias, ces références de l'info, devenir des médias complètement militants qui disent des mensonges la moitié du temps. On l'a bien vu au moment de l'ordinateur du fils de Biden, où ils ont caché l'ordinateur, ils ont interdit d'en parler sur tous les médias. Et pendant 1 an, le FBI a gardé le couvercle dessus, ce qui fait que au moment des élections américaines, les Américains n'étaient pas au courant qu'il y avait ce truc. Et le New York Times, le Washington Post, la BBC, tout ça, ils ont écrasé, et ils ont forcé les autres à s'écraser. Oui, absolument. Donc ils avaient un but, c'était de faire élire Biden. Bon, mais c'est pas le rôle de la presse. Absolument, oui. D'ailleurs, oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Il y avait eu un gros article du New York Times qui était sorti 3-4 mois après les élections américaines qui disait « Oui, on a fait exprès de cacher certaines informations parce que virer Trump du pouvoir était plus important que le respect de la démocratie en soi. Parce que si la démocratie c'est Donald Trump, alors je suis contre la démocratie. » Voilà, donc c'est devenu insupportable. Malheureusement, il n'y a pas encore assez de gens qui le savent, mais en tout cas, sachez-le, ce sont devenus des médias militants qui disent assez peu de fois la vérité. Ça leur arrive peut-être de temps en temps, mais il y a un truc qui est très rare. intéressant que j'ai lu dans la presse américaine. Vous savez, quand les gens ont fait des études de droit, de médecine, etc., parfois ils ont des regrets d'avoir fait ça. Vous savez, donc on demande dans des sondages opinion quelle est la profession où il y a le plus de regrets d'avoir choisi cette profession et d'avoir fait une école professionnelle pour faire ça. C'est le journalisme. Aujourd'hui, c'est le journalisme qui est la profession que les gens regrettent le plus d'avoir embrassée. Eh ben, ça veut dire quelque chose. Ouais, ça m'étonne pas tellement, ouais. Mais parce qu'on est prisonnier, parfois on est prisonnier d'intérêt par rapport à ses actionnaires, on est prisonnier d'une idéologie parce qu'on ne peut pas réfléchir contre ses collègues, on ne peut pas réfléchir contre soi-même, on est obligé d'aller à chaque fois dans le même sens. Et moi, ce que je remarque très souvent, c'est que les meilleurs articles en fait, de presse, c'est souvent les articles qui vont à l'encontre de la ligne éditoriale du journal en question. Ça arrive, parfois, il y a des articles de Libération qui vont un peu contre le dogme gauchiste, et c'est très souvent des excellents articles, meilleurs que ceux qu'on peut parfois trouver dans le Figaro, en fait. Bien sûr. Donc, c'est très inquiétant, parce que en fait, la liberté de penser est en danger. Vous avez les professions qui sont les plus détestées ou méprisées, et je crois que tout en bas, il y a les prostituées. Je trouve que c'est un peu sévère, moi, mais enfin. Oui. C'est un peu sévère. Au-dessus, il y a les politiciens, juste avant les prostituées, et au-dessus des politiciens, les journalistes. Donc les 3 professions les plus méprisées aux États-Unis, c'est journalistes, politiciens et prostituées. Et moi, je trouve que c'est très sévère pour les prostituées. Je suis un peu d'accord. Ouais. C'est vrai. Au moins, elles rendent des services, les pauvres. Non, mais je veux dire, elles font leur métier, quoi. Voilà, honnêtement. Elles mentent pas sur le service, donné, quoi. Bon. Non, c'est une blague, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont un mépris total pour les gens qui font ces métiers. Ouais. En France, je pense que ça doit être les juges, les journalistes et les politiciens. Et je crois les gars qui sortent de l'ENA aussi. Oui. Les gars qui sortent de l'ENA, ils doivent être assez bas. Mais tiens, on pourrait faire un petit sondage d'opinion parmi nos auditeurs. Là. Envoyez-nous un petit ranking des 3 ou 4 professions les plus détestables. Voilà, ouais, faites un top 3, top 4, top 5, faites ce que vous voulez. On vous publiera les résultats. J'essaierai de faire des statistiques pour voir ce que tout le monde a voté. Et donc, alors le dernier sujet que je voulais aborder, on repart un petit peu sur de l'économie, mais on reste sur la Russie. C'est que ce trimestre, la Russie est de nouveau en récession d'environ 4%, ce qui, pour être très honnête... En rythme actualisé. Oui, c'est 1% sur un trimestre. Oui, c'est ça. En rythme actualisé, c'est 4%. Et donc, c'est moins que ce qu'auraient voulu les Occidentaux. C'est plus que ce qu'auraient voulu les Russes. Donc, quelque part, la vérité se situe un petit peu au milieu dans ce cas-là. Maintenant,
voir ça et imaginer un effondrement de la Russie, ça me paraît parfaitement exagéré. Imaginons qu'il y a un effondrement de la Russie. Allez, bon. Imaginons que M. Le Maire soit trompé que quelques mois sur on va ruiner la Russie. Bon. La seule façon de ruiner la Russie, d'ailleurs, ce serait de mettre M. Le Maire ministre de l'économie en Russie. Ce serait fait assez rapidement. Mais, on peut faire un petit Erasmus, on fait un échange. On fait un échange, on l'envoie là-bas à gérer l'économie russe. Bon. Imaginons qu'elle soit ruinée. La Russie produit 17% des matières premières mondiales. C'est, je crois, le premier producteur d'hydrocarbures, gaz, charbon. Je ne sais pas si le charbon est des hydrocarbures d'ailleurs, je ne crois pas. Enfin, des trucs fossiles. Et puis, pétrole, bien sûr. Si pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas exporter parce que leur système se rompt, j'en sais rien, il va y avoir une dépression dans le monde qui va être phénoménale. Parce que 17%, comme je l'ai toujours expliqué ici, vous avez en bas les matières premières, la première étant l'énergie, à partir duquel vous bâtissez toute la création de valeur. Pardon. Mais vous ne créerez pas de valeur si vous n'avez pas le soubassement énergétique. Donc s'il y a 17% d'énergie de moins, le PIB mondial va baisser 17% et tout le monde va mourir dans les pays pauvres. Il va y avoir des dizaines de millions de morts, de faim. Donc se taper le ventre en disant c'est merveilleux, la Russie enfin rentre en récession, c'est monstrueusement idiot. Après, bon... Même si la Russie était dans d'immenses difficultés financières, beaucoup plus qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait... Elle le serait, puisqu'elle d'abord, elle exporte. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais la route pour exporter des hydrocarbures, du charbon, etc., du nord, c'est-à-dire qui passe le long de la Sibérie, devant la Corée, ensuite le Japon, et qui descend vers... Elle est ouverte, ça y est. Les Brésiliens sont là, ils font leur boulot. Donc ils n'ont plus besoin de passer par les ports du Sud ou par les trains chinois. Donc je crois que ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils avaient toute une série de clients qui ne sont plus des clients, toute l'Europe. Ils sont en train de se développer comme des fous sur l'Asie, la Turquie, la Chine, même le Japon et la Corée d'ailleurs. Donc, quand vous êtes en train de changer tous vos systèmes, les directions, etc., il y a des trous, quoi. Donc, cette récession, c'est probablement simplement, à la place, vous avez dû changer la direction du pipeline, à la place de le mettre vers l'ouest, vous le mettez vers l'est. Bon, parfois, ça prend du temps, il faut bâtir quelques centaines de kilomètres de pipeline en plus, bon. Mais je vois pas, honnêtement, dans l'économie russe aujourd'hui, pourquoi je devrais me faire du souci pour la Russie. Alors, absolument pas. Selon moi, peut-être la vraie difficulté possible à l'avenir, ça va être plus de continuer d'avoir une économie dynamique tout en ayant énormément de volontaires sur le front. C'est-à-dire c'est plus ça, on va avoir des hommes quand même une force de travail. Une grosse armée. Bon, il y en a tout un tas, ils ont été recherchés 300 000. Mais, écoutez, il y a combien de personnes en Russie? Il y a 140 millions de personnes? Oui, je crois que c'est ça, 140, 150, ouais. 150, bon, il donne de là-dedans, il doit y avoir... allez, 300, 400 000 personnes sur 50 millions, c'est rien, quand même. Par rapport à la... C'est pas comme la guerre de 14 où toutes les femmes avaient dû aller dans les usines parce qu'il n'y avait plus d'hommes pour y aller, quoi. Bon, on n'en est pas là, hein. Et puis en plus, les usines, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a des robots, mais non. Et en plus, quand vous faites des calculs pour la comptabilité nationale d'un pays, l'erreur moyenne d'estimation, c'est 1%. C'est plus ou moins 1%. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on a fait 1% en moins le trimestre dernier. Peut-être il sera corrigé le trimestre prochain, parce qu'on a oublié de compter les... Donc, puis là, bref. Je suis pas inquiet. La Russie m'inquiète pas du tout. Non, ça, c'est pas. J'ai des inquiétudes ailleurs, mais la Russie pas du tout. Ça me paraît pas. Donc c'est pas du tout que je suis favorable à la Russie, c'est que j'essaye de regarder les choses de façon objective. Et je vois très bien pourquoi l'économie française, allemande, etc. vont se gameler. Je vois pas très bien pourquoi ils ont de la nourriture, ils ont de l'énergie. Ils ont des matières premières, ils ont des clients à l'extérieur qui ne demandent qu'à payer. C'est-à-dire, aujourd'hui, le plus gros importateur de pétrole pour l'Inde, c'est le pétrole russe. Alors qu'il y a 2 ans, ils n'en vendaient aucun.
Donc, ils sont pas mal débordés. Oui, mais je pense que s'il y a bien un pays dans le monde qui peut se permettre de se couper d'une telle partie de la planète, c'est probablement la Russie. Et probablement qu'aucun pays au monde, à part la Russie, n'est capable de mais c'est bien pour ça qu'ils embêtent les Américains, c'est qu'ils sont une alliance Russie-Chine-Turquie. Pour les Américains, c'est le cauchemar. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est un énorme contrebalancement ça veut dire que vous avez l'usine là-bas, la Turquie, vous avez quand même, qu'on le veuille ou non, c'est beaucoup d'universités. Il y a énorme, c'est-à-dire que les sociétés d'ingénierie turques sont vachement balèzes. On imagine toujours les Turcs en train, je sais pas, de fumer un truc et puis d'aller boire un café, mais c'est pas vrai du tout. C'est une vraie puissance industrielle, la Turquie. Et donc, si vous avez la Turquie et la Chine qui s'appuient sur la matière première russe, on n'est pas bien, hein. Oui, et puis la Turquie a encore... et puis c'est un pays où il y a beaucoup d'habitants. Beaucoup d'habitants, oui, avec... c'est ça. Après, bon, le taux de reproduction est en train de se tasser un peu. Enfin, on est quand même, il me semble, à légèrement plus de 2 encore. Donc, ça va peut-être... comme des fusées, la population. Moi, il y a tout ça. Il y a tellement... On a décidé que... C'est la thèse que défend un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Baptiste Noé de Conflit. Conflit, c'est une revue qui est sur la géopolitique et que je ne saurais trop conseiller aux gens de lire, d'ailleurs, parce que c'est très bien fait. Et Jean-Baptiste Noé a une thèse que j'aime beaucoup. Il dit, dans les 2 derniers siècles, les Européens ont vécu dans l'illusion que, dans le fond, leur façon de vivre était la seule bonne et qu'ils allaient pouvoir l'imposer au reste du monde, en disant, c'est pour votre bien. Même si on vous tape dessus un peu, c'est pour votre bien. Et ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des autres pays là, sont tout à fait d'accord pour accepter la modernité, par exemple technologique, d'avoir de meilleurs hôpitaux, de meilleurs médecins, et tout, d'avoir des Nike ou je sais pas quoi. Mais ils ne sont pas du tout prêts à abandonner leur culture ou leur identité. Absolument. Donc on pensait qu'on allait imposer notre identité aux autres et qu'ils allaient perdre la leur. Et en fait, pas du tout. Ils utilisent la technologie qu'on a développée, comme les Turcs ou les Chinois, mais ils s'entendent rester Turcs et Chinois avant tout. Mais en plus de ça, ce qui se passe, c'est que, bon, alors non seulement on n'arrive pas à imposer le mode de vie occidental partout dans le monde, ce qui est bon, même il est rejeté, hein. Ce qui me fait ni chaud ni froid, mais ce qui devient tragique, c'est qu'il se passe exactement l'inverse dans nos pays, c'est-à-dire que nous-mêmes, au sein de nos sociétés, on a de plus en plus de mal à garder ce mode de vie et nos cultures, en fait. Nos cultures, en particulier des choses comme la tolérance religieuse, par exemple. Il y a des tas d'endroits où la tolérance religieuse, c'est pas très haut dans leur dans leur échelle de valeurs, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc encore une fois, on a fait le pire des péchés, c'est-à-dire qu'on a fait de l'hubris. On a cru qu'on était des dominants et que les autres allaient nous demander alors... Master, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Non, ils ne demandent plus. Et j'ai vu que les premiers avions de ligne, chinois, commençaient à voler, bâtis en Chine, les concurrents des Airbus. Ouais. À partir du moment où des gens commencent à faire des avions de ligne, c'est qu'ils sont très haut dans l'échelle de la technologie. Hein. Parce que je crois qu'il y a je ne sais plus combien de pièces qui bougent dans une voiture, mais dans un avion, il y en a 10 000 fois plus, quoi. Donc ils arrivent à des niveaux de technologie maintenant, et c'est ça la question sur laquelle on devrait réfléchir, c'est est-ce qu'on peut... Ce que disait Milton Friedman, encore lui, c'est qu'il disait, dans le passé, toutes les sociétés démocratiques ont toujours commencé par le capitalisme. Mais il disait, attention, toutes les sociétés capitalistes ne deviennent pas démocratiques. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va arriver partout des émergences de sociétés qui sont tout à fait capitalistes, mais qui ne sont pas du tout démocratiques. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on devrait réfléchir. C'est en tout cas quelque chose qu'on doit pouvoir accepter, c'est-à-dire que... Quand on n'accepte pas, ça n'a aucune importance, on va se faire bouffer si on n'accepte pas. C'est ça, c'est-à-dire que si on n'accepte pas que certains pays ne soient pas des démocraties,
ça va rien changer, en fait. Simplement. Surtout s'ils continuent à nous tailler des croupières économiquement. Et par exemple, j'écoutais la télé l'autre jour, je crois que c'était CNews, et il y avait une espèce d'éditorialiste qui disait qu'on devrait interdire, je sais plus quel pays, d'aller à la Coupe du Monde. Je sais plus quel pays c'était, puisque évidemment la Russie Qatar, ça fait un moment mais justement ça devait être je sais plus, c'était peut-être l'Azerbaïdjan ou la Chine, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais du coup on devrait interdire à tel ou tel pays d'aller à la Coupe du Monde parce que ils sont pas gentils. J'ai envie de dire, justement, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, on va devoir interdire le Qatar d'être à sa propre Coupe du Monde. Enfin, je veux dire, si on réfléchit comme ça à chaque fois, on va se couper du tiers du monde facilement, en fait. Oui, et là où il y a une croissance démographique et où il y a une... C'est des histoires de fou, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on retombe dans ce travers de penser que nous, on est le bien. Et donc... étant le bien, on a le droit d'exporter par la force s'il le faut. Donc, si vous voulez, entre ce qu'on fait à la Russie aujourd'hui et Jules Ferry qui recommandait d'envahir toute l'Afrique noire pour les civiliser, il n'y a pas de différence. C'est le même processus intellectuel. Jules Ferry ou Macron ou Madame von der Leyen, c'est la mission civilisatrice de l'homme blanc. Ouais. Ben, c'est plus tellement accepté, la mission civilisatrice. C'est plus accepté, il n'y a plus la dynamique démographique qu'on pouvait avoir à l'époque. On domine plus les armements. On domine plus les armements, on domine plus le monde comme avant. Je veux dire, imaginez aujourd'hui un pays européen envahir, par exemple, le Nigeria qui a, je crois, 200 millions ou 250 millions de personnes. Dans 15 ans, il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'en Europe. Oui, voilà, ouais, exactement. Ce sera 400 ou 450 millions de personnes. Donc oui, ça va être compliqué de reposer exactement sur les mêmes principes. Et il y a ce péché pour moi peut-être réel de l'homme blanc, mais qui est un crime contre lui-même quelque part, c'est d'avoir vu son propre mode de vie comme une valeur cardinale mondiale et de ne s'être connu que lui-même, et donc de s'être dit comme l'homme blanc est la norme, la vie de l'homme blanc est la norme aussi, et donc elle doit être une norme mondiale. Eh bien non, en fait. Et non seulement on rend service aux autres en considérant que ce n'est pas la norme mondiale, mais on se rend service à soi-même parce qu'on donne justement à sa culture peut-être une valeur supplémentaire, parce que sinon ce serait plus notre culture, en fait. Parce que quand toute cette immigration qui arrive, les gens qui l'acceptent et tout, pensent que d'ici quelques temps, selon la chanson, je crois que c'était, je sais plus qui, tout ça, ça fait d'excellents Français. Donc d'ici quelques temps, les types, ils auront... Oui, tout va se régler. Ils seront devenus des bons Français. Ils sont peut-être un peu marron foncé, ou j'en sais rien, mais ça n'a aucune importance, puisque ce sera des bons Français, ce qu'ils voient d'ailleurs. Mais la réalité, c'est qu'ils viennent et ils restent différents. Bah oui. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie de devenir nous. Oui, parce qu'il y en a qui sont trop différents, parce que trop nombreux, parce que en plus de ça... Parce qu'ils ont une religion différente, parce qu'ils ont une histoire différente, parce que voilà. Quelles que soient les raisons. Donc, je ne sais pas à savoir pourquoi les autres veulent être différents de moi. Exactement. Je dois reconnaître qu'il est différent de moi. Et c'est la même idée de Jules Ferry et Emmanuel Macron, de penser qu'on va pouvoir changer comme ça des millions de personnes. Jules Ferry pensait le faire en Afrique. Macron pense pouvoir le faire en important des Africains en France par million. C'est au final la même chose, quoi. Ouais. Donc voilà, on est un petit peu parti sur d'autres sujets à la toute fin de cette émission. Mais enfin, on a abordé les sujets que je voulais aborder. On arrive sur 50 minutes d'émission à peu près, ça va. Et donc, comme d'habitude, je remercie chacun pour son attention, pour son assiduité aussi à nos différentes émissions. N'oubliez pas que vous devez nous envoyer votre choix des quatre... les quatre professions les quatre pires professions en France. Ouais, c'est très important. Si vous le faites pas, alors je vous signale que les deux professions les plus favorisées aux États-Unis, pour ceux qui voudraient mettre aussi les meilleurs, c'est les pompiers et les militaires. Ah ouais, c'est vrai que oui. Les pompiers tout en haut et les militaires juste en dessous. Donc on voit bien tout en haut c'est ceux qui dans le fond servent la communauté, et tout en bas c'est ceux qui
se servent de la communauté. Se servent de la communauté, c'est pas pareil. Mais ça serait amusant de faire un petit sondage comme ça pour la France, essayer de voir ce que ça donnerait. C'est vrai, je pense qu'en France, ce serait pas très différent. Sauf que les prostituées seront pas tout en bas. Oui, je crois pas. C'est possible, ouais. C'est possible. Les Français ont beaucoup d'indulgence pour ça. Oui, je pense aussi. Ouais. Il y a peut-être un esprit français qui jouerait plus dans ce domaine-là. Mais enfin, donc je renvoie chaque personne vers, d'une part, le blog de l'Institut des Libertés, où vous écrivez des articles qui paraissent chaque lundi, où il y a d'autres articles d'ailleurs aussi. Je renvoie chacun vers nos pages Instagram, la page Instagram Charles Gave, vers le compte TikTok, vers le compte Twitter, etc. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Les machins qu'on écoute dans les oreilles, ça s'appelle comment déjà ça Ah oui, les podcasts, oui. Les podcasts, voilà, il y a des podcasts aussi. Oui, vous pouvez appuyer, ça vous fera un podcast, c'est ça. C'est ça, on est sur Spotify et Deezer notamment. Donc ça peut être sympa quand on prend le métro, par exemple. C'est chiant de regarder une vidéo sur YouTube, donc ça peut être sympa de l'écouter juste. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et je vous dis merci d'une part, et à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. À bientôt. Merci beaucoup.